Le capitalisme engendre une dynamique permanente d'accumulation, de crise et d'innovation. I believe that open markets and free enterprise are the best imaginable force for improving human wealth and happiness. Je pense que les forces sociales et politiques sont les forces centrales dans la dynamique du capitalisme. Did you ever have a moment of doubt about capitalism? Is there some society you know that doesn't run on greed? Comment Adam Smith verrait-il le monde économique qui nous entoure? Je crois que Keynes aurait dit qu'il y a une faille dans l'économie. Hayek a écrit La route de la servitude comme un avertissement. Il faut toujours être prudent avec Marx et ses bons mots. Pour moi, Polanyi a été un séisme intellectuel. Si je devais caricaturer Ricardo, je dirais qu'il ressemble à George Soros. Si vous retournez chez Adam Smith, Marx, Schumpeter, vous avez des embryons de mécanismes vous permettant de comprendre la crise actuelle. D'où vient le capitalisme? D'une évolution naturelle de nos sociétés? Ou de théories élaborées au fil des changements politiques et technologiques? Nous sommes tous partie prenante d'un système dont nous connaissons mal les origines. Et pourtant, cette histoire devrait nous éclairer sur notre présent et notre avenir. Lord Keynes, welcome, sir. It's a pleasure. The pleasure's all mine. Tell them I've arrived. And then tell them I've arrived. Hayek contre Keynes. C'est le débat qui a modelé la pensée économique de tout un siècle. On en a même fait un clip après la crise de 2008. Freddy. Keynes. Hey, listen, party at the Fed. L'économiste autrichien Friedrich Hayek débattait avec son confrère britannique John Maynard Keynes. Comment sortir de la sévère dépression des années 30, la pire crise que le capitalisme ait jamais connue. Dans ce débat, bien sûr, Hayek semblait être du mauvais côté. Sa conception des dépenses publiques, impuissante à réduire le chômage, s'était révélée définitivement caduque. Pourtant, après la crise économique de 2008, le débat reprit de plus belle. We are on the road to serfdom. Friedrich Hayek wrote this book 50 years ago, but what he predicted is coming true. Aux États-Unis, face à la dette du pays, la révolte antigouvernementale du Tea Party s'inspire en partie des idées libertariennes de Hayek. Alors qu'en Europe, ces idées sont combattues par les manifestants anti-austérité en révolte contre la loi du marché. Ce débat qui semblait résolu dans les années 30 ressurgit depuis dans des contextes pourtant fort différents. Come to Freiburg in West Germany, where I'm going to be talking to Professor Friedrich von Hayek. Professor Hayek, I'm sure you'll be well aware that to many people in Britain, and particularly on the left, you are a kind of bogeyman. You are believed to want to throw people out of work, send children down the coal mines again, grind the faces of the poor in general. I don't suppose you share that view of yourself. Well, naturally I don't share it, but I must say I understand it. If you tell somebody that his past has led him to the morass, to withdraw may be even more painful than to go on where you are. Friedrich Hayek est né à Vienne en 1899. À cette époque, Vienne était la capitale de l'Empire austro-hongrois. Encore adolescent, il sert dans l'armée autrichienne lors de la Première Guerre mondiale.
C'est au cours de ce passage dans l'armée qu'il est pour la première fois confronté à la réalité économique et au nationalisme de l'ancien empire austro-hongrois. Chère mère, je me trouve à un poste avancé, dans une tranchée appelée par euphémisme le trou des héros. Elle est humide, étroite et dégoûtante. Mais au moins nous sommes protégés des balles. Nous vivons sous attaque aérienne constante. Pas des avions italiens ou britanniques, mais des tanks et des moustiques, soutenus par une arrière-garde de punaises et de poux. Friedrich Hayek, une lettre du front. Jeune idéaliste, témoin de tant de chaos, témoin de la guerre et de la désintégration politique du vieil empire austro-hongrois, Hayek s'intéresse aux questions d'organisation sociale. Après la guerre, de retour dans la capitale, il s'inscrit à l'université de Vienne, qui, immédiatement après la Première Guerre mondiale, accueille de nombreux étudiants de tout l'Empire. L'université de Vienne est le berceau de l'école autrichienne d'économie, qui depuis le XIXe siècle présentait une alternative aux théories dominantes de l'époque. La différence avec l'économie classique était qu'il traitait non pas de grandes entités sociales, de classes, mais qu'il s'intéressait aux individus, aux décisions des acteurs individuels du marché. Donc, nous sommes dans un monde entièrement individualisé avec des consommateurs individuels, des producteurs individuels, considérés comme des petites entreprises indépendantes. Et c'était un individualisme extrême. Je pense que c'est une affaire de classe. C'était la peur panique du bolchevisme. La révolution russe avait eu un impact énorme en Europe. Elle terrifiait littéralement les classes possédantes à travers tout le continent. Et même les mots utilisés, la dictature du prolétariat, il y avait de quoi avoir peur. À l'origine, Hayek avait les idées d'un socialiste modéré. Il pensait que le gouvernement avait un grand rôle à jouer dans la société en dirigeant les activités économiques. Cependant, après avoir reçu son diplôme de l'université de Vienne, il a commencé à suivre les cours de Ludwig von Mises, un grand économiste autrichien qui a vraiment persuadé Hayek que le problème avec le socialisme n'était pas qu'il n'était pas souhaitable s'il se révélait applicable, mais plutôt qu'en pratique, le socialisme n'était pas réalisable. The idea of socialism was always connected with a firm conviction that there is only one good plan possible and that only one plan ought to be put into practice. Ludwig von Mises a développé cette thèse dans son essai sur le calcul économique en régime collectiviste, où il a essayé de montrer que sans un système de profit, de prix et de propriété, vous ne pouvez pas avoir une évaluation et un calcul rationnel de l'économie. C'est pourquoi une activité économique rationnelle est impossible dans le socialisme. Hayek a adhéré à ces arguments et les a développés dans son propre travail. 60-second adventures in economics. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. In this case, everyone's happy. Later free marketeers, like Austrian economist Friedrich Hayek, argued that this hands-off approach actually works better than any kind of central plan. L'idée essentielle de Mises et Hayek est que les prix sont nécessaires
pour orienter la production. Il n'existe pas de substitut au système des prix, parce que ce sont les prix qui donnent la valeur relative de tous les biens de la société. Mises donne l'exemple de la construction d'une maison. Il dit qu'une maison peut être construite en bois, en béton, en acier. Vous pouvez aussi utiliser la brique ou le verre. Combien de chacun de ces matériaux doit entrer dans la construction d'un bâtiment? Sans une norme rationnelle qui fixe les prix, il est très difficile de déterminer la manière la plus économique de construire une maison. Of international cooperation has been built on such a signaling system. And these signals you mean are the prices in a free market? Entirely the price in the free market, which alone have made the present level of wealth possible. Isn't it a philosophy based essentially on selfishness? What about altruism? Where does that come in? It doesn't come in. See, both altruism and solidarity are very strong instincts which guided man in the small group where he was serving known other persons, when his efforts were directed to the needs of familiar people. Sa tentative de justifier et de rationaliser ce réseau économique était de dire qu'il était enraciné dans la nature humaine. Le cerveau est ainsi fait et c'est rationnel. Tout autre type de système économique serait ou ingérable ou simplement irrationnel, sans ces garde-fous que sont les prix. En bref, le capitalisme serait un système économique éternel parce que le plus rationnel, le plus efficace et le plus juste en termes de récompense par rapport à la contribution des acteurs. Si les idées de Hayek ont été forgées dans le chaos de la Première Guerre mondiale, John Maynard Keynes a mûri intellectuellement dans cette maison de Charleston, en Angleterre. C'est là que le jeune homme s'est émancipé de l'éducation rigide reçue au prestigieux pensionnat pour garçons d'Eton. Keynes était issu d'une vieille famille victorienne appartenant à l'élite universitaire de Cambridge. Il a été élevé et éduqué dans un milieu de philosophes et de mathématiciens. Keynes appartenait au Bloomsbury Group, un groupe d'intellectuels et d'artistes. Ils étaient engagés dans une révolte fin de siècle contre l'époque victorienne. On trouvait cette révolte dans l'art, dans la littérature et dans la philosophie. Et il disait en substance, une nouvelle ère commence et nous en faisons partie. C'était également une époque de libération sexuelle. Ils ont renié les conventions du mariage. Ils avaient de nombreuses expériences homosexuelles et Keynes, dans sa jeunesse, ne fit pas exception. Keynes s'est plongé dans l'économie politique, principalement lors de la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, il fut nommé conseiller du Premier ministre, Lloyd George, à la conférence de paix de Paris qui a conduit au traité de Versailles. Greatest headlines of the century.
The Versailles Palace was the scene of much feverish activity on the part of Allied statesmen. Woodrow Wilson from the U.S., Georges Clemenceau of France, Lloyd George of England, and Premier Orlando of Italy represented the four major powers at the conference. Months of argument had achieved a final treaty that was offered without discussion to the German delegation headed by Count Brockdorff-Rantzau. Une expérience profondément décevante et amère qui l'a conduit à écrire ce livre remarquable, Les conséquences économiques de la paix, en 1919. C'est probablement le premier livre d'économie à être devenu un best-seller mondial. Il y dénonçait le traité et prédisait que s'il n'était pas révisé, la sanction serait cruelle. Once again, the world was at peace, a peace that was destined to last for but 20 years before the same defeated country of Germany would again plunge the earth into a second Great War. Il disait que les dettes que les Alliés imposaient à l'Allemagne ne seraient jamais honorées. Il disait que ce tribut ne pourrait pas être maintenu année après année. Ça allait à l'encontre de la nature humaine et de l'ordre social. Et il avait raison. Je crois qu'il pensait que les mauvaises politiques économiques conduisent à de mauvaises politiques. Et qu'il faut avoir une économie compatible avec le maintien de la cohésion sociale et de la stabilité politique. Et si vos théories économiques vous conduisaient à ignorer ces deux choses, alors vous alliez au-devant de terribles ennuis politiques et sociaux. Mais un tel mélange de politique, d'observation sociale et d'économie était étranger à Hayek et à l'école autrichienne d'économie. Chez Hayek, effectivement, on ne prend absolument pas en compte le phénomène des réparations et des circuits de la dette entre les divers pays belligérants, les États-Unis, après la Première Guerre mondiale. C'est le mérite de Keynes d'avoir illustré que ceci était un mécanisme impossible. Mais il est assez normal que Hayek ne l'ait pas détecté parce que dans sa théorie, à l'extrême rigueur, le taux d'intérêt jouait un rôle dans la processus de capital, mais le crédit en lui-même n'était pas traité. En reconsidérant le traité de Versailles, Hayek aurait peut-être admis que la bulle spéculative qui avait éclaté en 1929 et déclenché la dépression avait pris racine dans l'insistance des États-Unis à être remboursés pour les prêts accordés à leurs alliés pendant la guerre. Les Alliés se sont tournés vers l'Allemagne. Vous devez nous rembourser pour que nous puissions acquitter la dette que nous avons contractée auprès des États-Unis pour vous vaincre. Et en vertu du traité de Versailles, la dette allemande était infinie, sans limite. Le remboursement des prêts s'est mis en place, mais il exigeait de maintenir les taux d'intérêt artificiellement bas pour que les pays puissent payer leurs dettes. Les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés se sont alors tournés en masse vers le marché boursier. Soaring out into the wild blue yonder, stocks hit what looks like a permanently high plateau. But conditions are fundamentally sound, aren't they? On s'aperçoit que la différence entre Keynes et Hayek, c'est que Keynes s'intéressait beaucoup au marché boursier, observait l'économie. Il observait l'économie et voulait la théoriser. Hayek voulait une théorie normative de l'économie. Et donc, les phénomènes qui ne rentraient pas dans la théorie, il ne les observait pas. Tuesday, October 29th, 1929, in history's worst panic, over 16 million shares have dumped on the market as stocks go down, down, down. En 1929, la bourse s'effondre. Le capitalisme subit une crise, peut-être la plus grave de son histoire. Le taux de chômage dans de nombreux pays dépasse les 25%. La production industrielle des États-Unis chute de moitié. On enregistre un effondrement des exportations à travers toute l'Europe. Les économistes ne savent plus comment enrayer le mouvement.
En 1931, Hayek a été invité par Lionel Robbins à donner une série de conférences à l'École d'économie de Londres. Ces conférences étaient parmi les plus brillantes que les économistes britanniques aient entendues. Elles semblaient donner une réponse à ce qui n'allait pas avec la Grande Dépression. Lionel Robbins, professeur d'économie à la LSE, voulait stimuler cette école pour rivaliser avec Cambridge. Donc il s'est dit qu'il allait faire venir ce brillant jeune homme à la LSE, d'où il pourrait contester la domination de Cambridge. Car Cambridge, à l'époque, était la référence académique en économie en Grande-Bretagne. Et voilà comment le fameux débat du siècle a commencé. Par la rivalité entre deux écoles d'économie. L'école d'économie de Londres, la LSE, contre l'historique université de Cambridge, plus établie, où enseigne John Keynes, l'économiste britannique le plus connu à l'époque. Keynes, qui avait prédit la crise plus de 10 ans avant, devait avoir la solution. La thèse centrale de Keynes était que le niveau d'emploi dépendait de la demande agrégée, c'est-à-dire du pouvoir d'achat global au sein de l'économie. A live fast, die young kind of chap called John Maynard Keynes cheerfully pointed out that, in the long run, we're all dead. So to avoid the misery of unemployment, the government should instead spend money to create jobs. Whereas if the government tightens its belt when people and businesses are doing the same, less is spent, so unemployment gets even worse. Si tout le monde veut augmenter son épargne, et si les gouvernements décident de réduire les dépenses, cela fait baisser les dépenses totales et entraîne la récession. Pour Hayek, il y a eu trop de production de capital, parce que les taux d'intérêt ont été maintenus artificiellement bas par le Bureau de la Réserve fédérale. Cela a encouragé une surenchère de la capitalisation, ce qui n'était pas viable. Selon Hayek, la méthode économique à suivre pour le gouvernement devait être une politique de non-intervention pour permettre une récession naturelle et la liquidation de mauvais investissements. Pendant que Hayek est à Londres, ses idées sont mises en pratique en Allemagne. Il est regrettable, particulièrement en Allemagne, que l'expérience du début des années 30 ne soit pas intégrée dans nos débats. Le chancelier a essayé de réduire au maximum le déficit budgétaire dans une situation d'extrême récession, de dépression. Et Brüning a réussi, c'est impressionnant. Germany, which is putting all her energies to the gigantic task of setting her house in order by hard work and sound economy, will feel encouraged in a heroic struggle for reconstruction and stability. Il a fait des économies telles que dans cette phase d'extrême dépression, l'Allemagne n'a presque pas eu de déficit. Mais les conséquences ont été catastrophiques, avec un déclin de l'activité économique, une forte déflation et une augmentation extrêmement forte du chômage, qui a conduit en Allemagne à toutes ces graves conséquences politiques dont le monde entier a souffert. La vengeance sera terrible, annonçait Keynes dans son livre. Son avertissement sur les coûts sociaux liés aux décisions économiques s'est confirmé lors de la campagne électorale de 1932 en Allemagne. 13 Jahre lang haben Sie wirtschaftlich, politisch bewiesen, was zu leisten Sie fähig sind. Eine Nation wirtschaftlich zerstört,
den Bauernstand ruiniert, den Mittelstand verelendet, die Finanzen in reichen Ländern, in den Kommunen zerrüttet, alles bankrott und 7 Millionen Arbeitslose. Sie können sich finden, wie sie sich finden wollen. Dafür sind Sie verantwortlich. Aujourd'hui, même ses partisans reconnaissent que certaines idées de Hayek n'ont pas passé l'épreuve de la réalité historique. J'ai eu un entretien avec Milton Friedman et il m'a dit « Je ne comprendrai jamais pourquoi tous ces gens à la London School of Economics ont été tellement impressionnés par Hayek. Rétrospectivement, c'est un mystère. » À la fin de la guerre, Hayek est oublié et ses idées laissées de côté. Ce que dit Keynes retient bien plus l'attention des sociétés en train de rebâtir sur des ruines. Le Japon a perdu la guerre en 1945 et la nation entière a été dévastée. Nous devions reconstruire le pays. Et naturellement, dans ce nouveau contexte, les entreprises privées se devaient d'aider la nation japonaise. You could imagine yourself at Earl's Court if you wandered into the New York Motor Show. There were so many British cars there. A great thing for the export trade. The Japanese section attracted a lot of interest. Exports are as vital to them as to our own country. Pour devenir plus fort, meilleur économiquement parlant, nous devions exporter des automobiles. En gagnant des devises, nous pouvions importer du pétrole, de la nourriture et tout ce dont le pays avait besoin. C'était un des devoirs de Toyota d'exporter pour obtenir des devises. Dauphine Renault, la plus vivante des 4 places, 115 km à l'heure et seulement 6 litres au 100. En France, Renault, nationalisé, embauche dans le cadre de la reconstruction nationale. C'est le signe que l'État n'est pas forcément l'ennemi du marché et que le capitalisme peut se soucier du social, contrairement à ce qu'affirme Hayek. Entre 1950 et 1980, on a en Europe et au Japon une croissance exceptionnellement rapide de l'ordre de 4-5% par an pendant 30 années consécutives. Ça fait maintenant depuis 30 ans, de 1980 à 2010, où on a une croissance dans les pays riches qui ne dépasse pas 1%, 1,5% par an en moyenne. On reste dans cette nostalgie des 30 glorieuses pour un monde où on pensait avoir domestiqué le capitalisme, domestiqué les inégalités. C'était en partie une réalité, mais ça venait aussi du fait que les crises entraînées par les guerres mondiales et par la dépression des années 30 avaient conduit à une remise en cause complète du laisser-faire économique. As the people of Britain began digging out from among their ruins, they fixed all their energies upon one goal, a post-war society stabler and more equitable than any Britain had ever known. La puissance publique, à partir de 1945, non seulement a créé des systèmes de sécurité sociale, de protection sociale, mais aussi à mettre en place un système de régulation des marchés financiers, d'entreprises publiques dans de nombreux secteurs, qui de fait ont permis, au moins pendant cette période, de domestiquer le capitalisme, de réduire les inégalités. C'était en partie une illusion lié à ce phénomène de rattrapage de croissance élevée, mais pas seulement. Ça venait aussi du fait qu'il y avait un compromis politique passé avec le capitalisme qui était différent. Keynes meurt en 1946 dans une société qui semblait partager son point de vue. Qu'en est-il de celui de Hayek? En 1944, il avait publié ce livre, en guise d'avertissement contre ce qu'il voyait prendre forme autour de lui. Hayek a vraiment écrit La route de la servitude
comme une alarme, un avertissement. Si cette organisation de l'économie devait perdurer après la Seconde Guerre mondiale, cela conduirait à une dictature. Pour Hayek, les racines du fascisme et du nazisme ne résident pas dans l'effondrement économique, provoqué en partie par le libre marché non régulé, mais dans son exact opposé, l'abandon des idées libérales qui constituent la base du libre marché. La régulation et l'intervention de l'État, selon lui, nous ont menés à la servitude par le passé et nous y mèneront à nouveau. Voyant leurs idées marginalisées après-guerre, Hayek et ses disciples trouvent un refuge intellectuel dans les Alpes suisses. En 1947, Hayek a fondé la Société du Mont Pèlerin, qui tire son nom de la montagne suisse où se tint la première réunion de cette association. En fait, c'était un groupe international d'économistes, d'universitaires, de philosophes, de journalistes, qui se retrouvaient en Suisse pour des colloques de 8 ou 10 jours. Le jeune Milton Friedman y participait. Tous les opposants à Keynes ont créé le Mont Pèlerin, un laboratoire de réflexion, un think tank, dans lequel ils ont essayé de dire nous luttons contre Keynes. Ils n'ont pas cessé de développer des arguments, d'abord à Chicago, puis au Mont Pèlerin, en disant il faut restaurer la logique du libre marché. Et le personnage central, c'est Milton Friedman. It was a major factor in maintaining a steady stream of influence on ideas. It enabled people who were isolated in their own countries once a year, at least, to get together with people who felt the same way they did, to be in a situation in which they could discuss issues without worrying that somebody was trying to stick a knife in their back. Hayek est un économiste ésotérique, un économiste pour économistes. Son influence pratique est très 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 faible, alors que celle de Milton Friedman a été tout à fait importante sur cette restauration du monétarisme, restauration du rôle minimal de l'État. Si l'Europe d'après-guerre résiste à la vision du marché autorégulé de Hayek, l'Amérique, suspicieuse à l'égard du gouvernement, y est bien plus favorable. Le combat de Hayek contre l'héritage de Keynes est repris par ce jeune professeur, Milton Friedman. For the immigrants who were welcomed by this statue, America was truly a land of opportunity. Once they arrived, they found, as my parents did, not an easy life, but a very hard life. But for many, there were friends and relatives to help them get started, to help them make a home, get a job, settle down in a new country. Milton Friedman est né en 1912 à New York. Il était fils d'immigrants juifs venus de Hongrie aux États-Unis. Et il a grandi dans une certaine pauvreté. Pas nécessairement au plus bas de l'échelle, mais pas non plus dans un milieu aisé. There were many rewards for hard work, enterprise, and ability. Life was hard, but opportunity was real. There were few government programs to turn to and nobody expected them. But also, there were few rules and regulations. There were no licenses, no permits, no red tape to restrict them. They found, in fact, a free market, and most of them thrived on it. Il disait que le problème était le gouvernement. Par essence, le gouvernement gaspille. Le gouvernement est inefficace. C'est pourquoi nous devons permettre au marché de jouer un plus grand rôle dans la société, et en particulier de jouer un plus grand rôle dans l'économie. Alors que Hayek, immigré de la vieille Europe, avait eu du mal à obtenir un poste permanent d'enseignant aux États-Unis, Milton Friedman, né américain,
peut s'appuyer sur une forte institution universitaire. L'empreinte de l'école de Chicago à l'extérieur de Chicago, en dehors de nous, n'est qu'à moitié idéologique. Milton Friedman a écrit La liberté du choix et d'autres livres qui étaient des professions de foi. Mais dans ses cours, il n'a jamais rien enseigné de cet ordre. Nous n'avons jamais eu un seul message dans l'esprit de la liberté du choix. Il nous apprenait le fonctionnement du système des prix et des êtres humains dans la sphère économique. J'ai été l'un des premiers étudiants de Milton Friedman. J'ai découvert plus tard que parmi les étudiants de Milton Friedman, il y avait deux groupes. Un des groupes est devenu celui de ses disciples pour la vie. Ceux de l'autre groupe ont été définitivement vaccinés et ont rejeté ces idées. Bien sûr, j'étais dans le deuxième groupe. Si on remonte au 19e siècle, ce qui me frappe, c'est qu'à l'époque, et malheureusement aujourd'hui encore, le marché apparaît comme l'utopie de l'existence. Livré à lui-même, il est supposé générer bienfaisance et abondance, aboutir à un parfait résultat, et en plus, il s'autorégulerait. They never fail. I got a 700 something on my beacon score, which means I don't own a thing and I can buy even more. I'm a buffet eating, tablet reading, lovable guy. I get the best of the best that my money can't buy. It's a wonderful life with my red-headed wife. L'idée de liberté, elle est grande pour ceux qui ont une grande réserve de richesse ou de crédit. Elle est nulle pour le salarié, le prolétaire ou le pauvre paysan africain. Et on joue sur l'idée de contrats entre égaux. Mais les contrats entre égaux sont des choses assez rares dans le capitalisme. L'illusion néolibérale n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on observe déjà au XIXe siècle. Et de ce point de vue-là, la France est un pays intéressant parce que c'est vrai que la France, après la Révolution française, qui est un peu la révolution bourgeoise par excellence, la France vit vraiment dans cet idéal de l'égalité des droits face au marché. Il y a cette illusion que ça suffit pour conduire à l'égalité tout court, c'est-à-dire l'égalité face au marché, avec des systèmes de droits de propriété bien protégés, des marchés aussi concurrentiels et libres que possible. Ça suffit, il n'y a plus rien d'autre à faire et en marche vers une société idéale. Sauf que, en fait, une des grandes leçons du 19e siècle et de la catastrophe qui commence en 1914, c'est que ça ne marche pas. C'est difficile à définir, mais ce qui est certain, c'est qu'en 1913, en France ou en Europe, ce n'est pas raisonnable. On a 70% des patrimoines qui sont détenus et transmis par 1% de la population. Les libertariens, comme Milton Friedman, en tirent une leçon diamétralement opposée. When you say that it is wrong for government to intervene in the free enterprise system to do something about inequality, you evoke a model of a free enterprise system which does not exist and has never existed to a significant extent in history or anywhere in the world. I agree with you that everything called free enterprise is not free enterprise. But I challenge you to find a single example in history at any time of any society where people have been relatively free, and I don't mean merely what you call merely economic freedom. I mean freedom in the full sense.
I mean freedom of individuals to pursue their own objectives, their own values, to live their lives. I want you to name me any society in which you've had any large measure of that freedom, where capitalism and free enterprise has not been the predominant mechanism for controlling economic activity. On s'imagine aujourd'hui qu'il suffit d'avoir des marchés plus libres, plus concurrentiels, pour aboutir à une société harmonieuse et à une répartition des richesses, si ce n'est égalitaire, du moins raisonnable dans cette inégalité. Eh bien non, il n'y a rien dans cette logique du marché libre et parfaitement concurrentiel qui garantit ça, pour une raison qu'on peut résumer assez simplement, qui est que structurellement, des marchés très libres, concurrentiels, n'empêchent absolument pas le fait que le rendement du capital puisse être de façon permanente supérieur au taux de croissance, ce qui génère presque inévitablement une concentration très très forte des patrimoines. Cette leçon de la fin du XIXe siècle s'est perdue alors qu'a commencé le déclin économique de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Au début des années 70, c'en était fini des 30 glorieuses. Avec la crise, l'ingérence du gouvernement dans l'économie est désormais perçue comme un obstacle à la croissance. Milton Friedman et Friedrich Hayek sont de retour. À partir des années 70-80, on voit notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis des mouvements politiques qui veulent remettre en cause cette plus forte intervention de l'État dans l'économie. Je pense en grande partie du fait d'une réaction face à un sentiment justement de rattrapage par les perdants de la guerre. C'est-à-dire, on est très marqué dans les années 70 par le fait que l'Allemagne, le Japon, bientôt la France, voire l'Italie sont en train de doubler le Royaume-Uni, rattraper les États-Unis, et des mouvements politiques se mettent à dire ça va pas du tout, c'est l'État-providence nous a ramollis, il faut en revenir à un espèce de capitalisme mythique du 19e siècle sans État qui va enfin redynamiser les entrepreneurs anglo-saxons. Le marasme économique fut pour Friedman et Hayek l'occasion qu'ils attendaient de changer les orientations politiques et économiques instaurées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Keynes died in 1946. I have always regarded it as a tragedy that he did not live another decade. He was the one man who had the standing, the personality, the force of character to persuade his disciples not to carry too far some ideas which were good for the 1930s, but which did not apply in the post-war situation. La vérité, c'est que ce rattrapage des 30 glorieuses, dans lequel les pays qui avaient le plus souffert des guerres, Allemagne, France, Japon, Europe continentale, allaient rattraper les États-Unis ou le Royaume-Uni, ce serait produit de toute façon. Donc c'était pas bon, mais politiquement, ça a été utilisé pour remettre en cause l'État-providence. He wants to teach me something, and he won't leave me alone. I tell him there's no use in trying, 'cause Friedrich Hayek is my guy. And if you wanna get with a girl like me, you got to let go control of the economy. I said, if you want. Et soudain, Hayek devient cool, même pour les adolescentes rebelles. Ça avait commencé comme un débat entre la vision rigide et scientiste du marché de Hayek et l'approche plus souple de Keynes, en prise avec les complexités de la réalité humaine. « 40 ans plus tard, les rôles s'inversent. Les disciples de Keynes sont à présent perçus comme les supporters d'un modèle rigide. Milton Friedman et Friedrich Hayek deviennent les champions de la liberté, en prise directe avec la réalité. The failure of the Keynesian system, the inflation, return of unemployment, all that, first confirmed my prediction in the strictly economic sphere. At the same time, my studies of politics provided, I believe, answers for many problems which had begun to bother people very seriously.
but there is a good reason why I am being rediscovered, so to speak. Since 1975, we worked under a contract that's seen our job security eroded, our working conditions fall apart, and our money wages held intact while prices of living go up and up, and we are tired of it. Oui, il y a alors de bonnes raisons de redécouvrir les idées de Hayek. Elles arrangent les dirigeants financiers qui voient leurs intérêts commerciaux touchés par l'inflation et les conflits sociaux s'enliser. L'activité économique en baisse fait chuter les profits. Donc il y a eu ce que nous appelons en économie une contre-révolution, inaugurant ce qu'on appelle maintenant l'agenda néolibéral, la déréglementation, la privatisation. Ladies and gentlemen, the next president of the United States of America, Ronald Reagan. Durant les années 1980, à la fois Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux États-Unis ont tenté de mettre en œuvre des politiques qui étaient influencées philosophiquement et dans la pratique par Hayek et Friedman. I would like to think that the kind of leadership that I would exercise in Washington is not the kind of leadership that I would pretend that I can solve all the problems I've been discussing here, but that together you and I can. I would like to take the lead in taking government off the backs of the American people and turning you loose to do what I know you can do. Her supporters called it her biggest achievement. Others called it her terrible legacy. Margaret Thatcher's battle with the miners was a defining moment not only in British industrial relations, but also in British history. What we've got is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law, and it was not succeed. La contre-révolution, les politiques dites néolibérales mises en place par Thatcher et Reagan au début des années 1980 ont été conçues pour restaurer la discipline du capital sur le travail. Et c'est ce que cela a engendré. Parce que nous savons maintenant que les revenus et les salaires moyens aux États-Unis, en valeur réelle, n'ont pas augmenté depuis 1980, bien que la productivité ait augmenté. La chute du mur en 1989 et la chute du système soviétique en 1990 laissent le capitalisme sans rival et conduit à une nouvelle période de foi démesurée, disons, dans la capacité d'autorégulation d'un système de libre marché, de libre concurrence et une foi sans limite dans le capitalisme privé à générer ses propres règles. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambition. Je pense que cette période, un peu folle d'un point de vue idéologique, explique beaucoup des dérèglements financiers des années 90-2000. Et nous pensions que le capitalisme avait été dompté après la Seconde Guerre mondiale. Dans la nostalgie des 30 Glorieuses, il y a aussi la nostalgie d'un monde où on avait passé un nouveau compromis, mais qui était précaire néanmoins. Bonjour, pouvez-vous venir avec moi? Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. C'est important de comprendre que beaucoup des réductions des inégalités qu'on a eues au XXe siècle ont été causées soit par les guerres, soit par des réactions politiques à la suite des guerres qui se sont faites un peu dans l'urgence. La réduction des inégalités n'est pas la conséquence tranquille du processus démocratique parlementaire. Dans leur vision du capitalisme mythique et indomptable du XIXe siècle, Milton Friedman et Friedrich Hayek n'ont jamais débattu des éléments qui, nous le savons aujourd'hui, ont contribué à ces ravages. L'inégalité, la dette et la spéculation.
Milton Friedman a suivi la théorie de Ricardo. La dette ne peut pas créer de problème. Même s'il qualifiait son approche de monétariste et disait que l'argent comptait, la réalité dans son approche est que l'argent n'a pas d'importance du tout, ni la richesse. Vous avez cette vision étroite de la doctrine de l'école de Chicago qui a été adoptée par les banquiers. Ne réglementez pas la banque, ne réglementez pas Wall Street. Ayez une économie déréglementée. Tout va s'arranger parce que les économies tendent vers l'équilibre. When the price of an asset rises faster than can be explained by economic fundamentals, it creates a bubble. Une fois de plus, les bulles financières ont gonflé. Une fois de plus, elles n'étaient pas prévues dans les modèles économiques et les débats. John Maynard Keynes, F.A. Hayek, round 2. Le grand débat du XXe siècle, censé être clos depuis 1979, s'est ranimé après l'éclatement de la bulle financière en 2008. Est-il pour autant toujours d'actualité? Je crois que toute la théorie économique contemporaine, sauf les hétérodoxes, les marxistes, etc., est bâtie sur l'idée d'un système tellement rationnel qui ne peut pas aller à la crise. On n'a pas de théorie des cours boursiers, parce que dans la théorie des cours boursiers, il ne devrait pas avoir de bulles. Et pourtant, il y a des bulles qui apparaissent régulièrement. Mais la théorie ne peut pas les formaliser, donc elles sont irrationnelles, donc on ne les met pas dans la théorie. Et voyez à nouveau l'aspect intéressant. Donc vous avez des exposants du crédit spéculatif, vous avez des bulles boursières, mais la théorie dit que ça ne devrait pas exister. Il semble donc que le grand débat entre Hayek et Keynes, plutôt que d'éclairer la réalité d'aujourd'hui, la rende plus complexe. Il est temps de découvrir un penseur moins connu qui a aussi parlé de dette et d'argent et dont les idées paraissent beaucoup plus pertinentes pour notre XXIe siècle.